Bienvenue pour cette keynote que j'aurai le plaisir d'animer, dont le sujet sera un sujet assez intéressant et on va faire un pas de côté ici à Vivatech. On va parler d'IA, bien entendu, mais pas que. On va parler de l'IA et de l'intérêt général. Et pour ça, j'ai le plaisir d'avoir une invitée, donc Marianne Torde-Biquet. Bitker, mais très bien. Excuse-moi. Pas de problème. Bicker. Et c'est intéressant de vous avoir en particulier parce que vous avez été co-rapporteur d'un avis sur le sujet de l'IA et l'intérêt général. Avant toute chose, avant de commencer, une question. Avant d'être membre du Conseil économique, social et environnemental, vous êtes aussi directrice des affaires publiques de France Digital. Est-ce que vous pouvez dire un petit mot sur France Digital? Oui. Et puis peut-être le lien aussi avec le CESE, ouais, qui est intéressant à voir. Avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Donc Marianne Torde-Biquet, donc directrice des affaires publiques de France Digital. France Digital, on est une association française qui représente les startups et les fonds d'investissement dans les startups. Notre job, c'est de faire émerger des champions européens de la tech. Donc autant vous dire qu'on sont chez nous à Vivatech. Et à côté de ça, du coup, j'ai été nommée il y a bientôt 4 ans et demi par le Premier ministre pour représenter l'innovation au sein du Conseil économique, social et environnemental. C'est la 3e assemblée de France. On en parle un petit peu moins, sauf pour parler, par exemple, des conventions citoyennes que vous connaissez peut-être. Et donc l'objectif du CESE, c'est de trouver des compromis, de faire travailler ensemble la société civile. Donc c'est les syndicats, ce sont les associations environnementales, ce sont les associations françaises, ensemble sur des sujets de société. Et donc là, juste avant l'AI Action Summit qui a eu lieu en février dernier en France, au sein du CESE, on s'est dit qu'il fallait il fallait que le CESE prenne position sur l'intelligence artificielle et le prisme qu'on a pris, ça a été de se dire comment est-ce qu'on peut rendre acceptable le déploiement de l'IA dans la société française. C'est-à-dire qu'il fallait prendre un peu le contre-pied de toute la politique publique qu'on entend aujourd'hui autour de il faut créer des champions de la tech. Ça, j'ai envie de dire, c'est presque le job de France Digital et d'autres associations ou d'autres gouvernements. Mais en fait, il n'y a pas que l'injonction d'innovation pour l'innovation. Il faut aussi de faire un peu attention à ce que ça veut dire pour les citoyens et les citoyennes en réalité dans des secteurs comme la santé, comme l'éducation ou dans les services publics. Et donc, de ce point de vue-là, on a mis ensemble plein de conseillers du CESE et on a créé un compromis. Justement, alors, pour les personnes qui sont présentes, je vous le présente, donc ça a été effectivement le fruit d'un travail très intéressant et collaboratif. Et moi, avant de nous plonger dans la vie et des préconisations, ce qui nous intéresserait, parce que c'est aussi l'angle qui est intéressant, de la collaboration, de la construction, comment vous avez travaillé sur cette question de l'IA avec les membres du CESE. Alors, vous l'avez dit, hein, ce sont des syndicats, ce sont des associations peut-être aussi environnementales, et on sait que la question environnementale est souvent aussi l'objet de critiques oui, sur l'IA. Donc, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est de savoir comment vous avez travaillé ensemble la co-construction pour produire cet avis. D'abord, c'est un fruit d'un travail qui a duré à peu près 6 mois. À l'échelle du CESE, c'est très rapide. Il faut se donner ça comme idée, c'est que la réalité étant que toutes ces personnes qui sont au CESE, on a 2 jobs, hein, tous. Donc en fait, on se retrouve une fois par semaine et donc faire un avis comme ça, parce que c'est négocié, etc. Il y a un certain nombre d'étapes et donc la méthodo nous contraignait dans le temps, mais on a réussi à le faire sortir juste avant l'AI Action Summit. Mais donc en gros, on s'est dit, quels sont les sujets qui touchent les Français et les Françaises? Peut-être souligner avec qui vous étiez, parce que vous étiez 2 co-rapporteurs. Exactement. C'est-à-dire que je n'étais pas du tout toute seule à être un peu chef de projet sur ce truc-là. Mon co-rapporteur, c'était Éric Meyer, le secrétaire fédéral de Solidaire Sudrail. Et donc, a priori, c'était un peu la Startup Nation rencontre les syndicats quand on a commencé à bosser ensemble. Et spoiler, ça s'est très très bien passé. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que cet échange qu'on a eu là a été bénéfique pour toutes les parties. Et encore la semaine dernière, j'étais au congrès de la CFDT pour échanger ensemble, parce qu'en fait, on se rend compte que oui, chacun arrive un peu avec son prisme. D'un côté, les entreprises tech, de l'autre, des personnes qui sont hyper intéressées à maintenir une certaine qualité de vie au travail, par exemple. Et en fait, l'un et l'autre ne sont pas forcément antinomiques. En revanche, si on ne met jamais
ces mêmes personnes dans la même salle et qu'on n'explique pas que voilà vos intérêts à vous, voilà vos intérêts à vous, et en fait vous avez des intérêts communs, et ben juste on n'y arrive pas et on peut créer de la friction. Ce que je dis, je pense, est assez vrai pour, par ailleurs, plein de manières de faire de la politique. Mais donc, vous y connaissiez un petit peu en IA, enfin, je veux dire, là, vous réunissez quand même des parties prenantes assez différentes, et puis peut-être aussi parler des citoyens. Je sais que vous avez aussi intégré des citoyens dans la rédaction de cet avis. Exactement. On a eu de la participation citoyenne, donc 12 citoyens tirés au sort. Donc concrètement, si vous êtes français, vous pourriez demain être tiré au sort pour participer à une convention citoyenne ou à un projet comme ça du CESE. D'ailleurs, il y en a une sur bientôt à suivre sur les temps de l'enfant, donc sur l'éducation. Mais donc, c'était quoi ta question sur comment on les intègre, comment on travaille ensemble finalement, et est-ce que vous aviez le même degré de connaissance, parce que c'est ça aussi, vous intégrez des syndicats, des citoyens, des associations. Effectivement, moi j'avais en tête ce que je me disais en fait pour aboutir à un résultat où j'avais en tête à peu près ce que je pensais être pertinent. J'ai évidemment évolué au fil de toutes les rencontres qu'on a eues. Je me suis dit, bon, il va y avoir des thèmes. Il va falloir qu'on parle de santé, puis d'éducation, et de géopolitique, et de tech, et de... Voilà. Donc, finalement, ce par quoi on a commencé, c'est de se former tous ensemble. Et donc, on est arrivé, on a eu 3 heures de formation qui ont été dispensées par Frédéric Bardot de Saint-Plon. Et donc, on s'est mis tous autour de la table, on a eu une formation, et au terme de la formation, on avait les personnes qui étaient avec nous, donc aussi bien des citoyens ou des personnes du CESE, des conseillers. Beaucoup n'y connaissaient rien à l'IA, mais au terme de la formation, on avait des personnes qui nous disaient alors le problème, c'est la constitution des algorithmes, c'est des choix humains et les jeux de données, la manière dont ils sont choisis et entraînés. Et là, je me suis dit, ok, donc en fait, là, ça y est, on est passé level 3 de la compréhension de comment est-ce que du coup on va faire de la politique, des recos de politique publique. Donc on ne va pas perdre de temps sur des sujets qui sont liés à une manque de formation et on va aller directement dans les sujets. Et donc, moi qui pensais qu'au départ on allait vachement parler de deepfake, de manipulation de l'information, etc. En fait, ces sujets ont été très vite évacués pour aller, pour se dire en fait non, bon, puisqu'on a compris comment fonctionnait la désinformation et qu'a priori dans la réglementation, aujourd'hui on a à peu près ce qu'il faut, donc ce ne sera pas notre job d'essayer de surajouter, et ben on va se mettre sur les vrais sujets qui aujourd'hui ne sont pas traités, donc l'IA dans la santé, et surtout l'IA dans les services publics. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de trucs qui ne relèvent pas de l'IA et qui relèvent de la simple transformation du monde, notamment transformation digitale. Et donc là, ça appelait à plein de sujets comme l'éducation, la fracture numérique, tout ça. Mais donc, des a priori plutôt positifs, j'imagine aussi, de la part ou négatifs, parce que plutôt quand on négatif. Voilà, c'est ça aussi. Moi, je me dis, mettre autour de la table aussi des syndicats, mais des associations environnementales, par exemple. C'est, comment vous avez réussi à les là, je suis en train de vous dépeindre un tableau tout rose. Je vous confirme que chaque animation, c'était une journée entière le jeudi. Vous me voyez en début de journée, c'est pimpant. En fin de journée, je suis comme ça, j'en peux plus. Mais c'est normal. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des dialogues mais c'était absolument passionnant. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas tout ce que pensent les gens en montant en compétences au fur et à mesure de 6 mois. Quand les gens montent en compétences, en fait, on a des débats qui sont les débats que devraient avoir tous les citoyens. Et donc, c'est là où, par exemple, sur l'empreinte environnementale, ma conviction aujourd'hui, c'est que c'est une catastrophe environnementale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre moyen de le dire. Tout usage de l'IA est franchement une catastrophe environnementale. Donc, si on décide de déployer l'IA, il faut en avoir conscience. On pourra toujours le faire. Ce sera peut-être toujours un petit peu mieux de le faire en France avec notre mix énergétique. Ce sera peut-être un petit peu mieux de le faire qu'en ouvrant des usines à charbon. Enfin bon, on sait ce qu'on prend dans un monde de ressources finies. Donc je pense que ça, il y a des choses, par exemple la vie, à la fin, il a été voté positivement par tout le monde, à l'exception des associations environnementales qui ont pour la plupart voté contre. Et je dois bien dire que c'était prévisible. C'est-à-dire que, bien sûr, qu'il y a une opposition de front entre d'intérêts, ça c'est certain. Et ensuite, on a un autre syndicat qui n'a pas voté contre, mais qui s'est abstenu, parce qu'en fait, maintenant en 2025, commencent les négociations du déploiement de l'IA dans l'entreprise. Donc, effectivement, les syndicats, alors qu'on est au tout début de la discussion, ne vont pas commencer à montrer toutes leurs cartes. Je dirais dans l'entreprise et dans la société. Et c'est là que, effectivement, on se pose la question. Alors,
on ne va pas revoir et balayer tous les sujets que vous avez pu traiter dans la vie, mais je sais que ce sont des sujets, vous avez quand même eu des préconisations sur la santé, sur l'éducation, comme vous le disiez, dans la sphère aussi publique. Oui. C'est tout aussi intéressant, mais là, on se pose la question de, voilà, l'IA est présent. Elle est présente dans notre quotidien, elle est présente dans notre société. Chaque citoyen peut avoir effectivement accès à cette IA. Et on observe aussi une sorte de course aussi au développement et à l'accélération, je dirais, de l'IA, peut-être aussi un peu au détriment de l'intérêt général. Mais là, est-ce qu'on n'est pas justement à un point de bascule et on se pose beaucoup de questions sur l'impact que peut avoir l'IA, mais sur nos emplois, sur les métiers. Et est-ce que vous pourriez nous dire un peu ce qui ressort finalement des préconisations sur le sujet de l'IA dans notre quotidien aussi? Moi, ce qui m'a le plus marqué en termes d'apprentissage, c'est le déploiement de l'IA dans les services publics. On pourra revenir peut-être juste après sur le sujet de l'emploi, si vous voulez. L'emploi aussi, bien sûr, il y a énormément de sujets. Mais pour moi, les services publics, c'est hyper important parce que puisqu'ils sont déjà partout. C'est-à-dire qu'en fait, l'IA, par exemple, dans les finances publiques, on sait que l'IA est utilisée pour traiter automatiquement votre déclaration de revenus, que j'espère vous avez déjà faite à la bourre. Mais par exemple, sur votre déclaration, il va y avoir des algos qui vont trier les choses, ou alors vous allez avoir des images prises par GPS. Je ne sais pas si vous voyez le sujet sur les piscines, où en fait, si vous aviez une bâche bleue dans votre jardin, eh bien en fait, l'IA qualifiait ça automatiquement d'une piscine. La conséquence, c'est que du coup, vous receviez un document d'imposition d'office chez vous disant que vous n'avez pas déclaré que vous aviez une piscine chez vous, donc votre taxe d'habitation ou taxe foncière sera plus chère. On peut se dire c'est pas grave, sauf que si à la fin vous pouvez contester, etc. Le vrai problème, c'est quand ça prend des décisions individuelles, par exemple sur Parcoursup, sur qu'est-ce que vous allez faire plus tard de votre vie. On a utilisé des algorithmes pour prendre des décisions qui vont changer votre vie. Il y a un principe dans les services publics qui est l'explicabilité de la décision individuelle qui vous est portée. Sauf qu'en fait, le problème, c'est qu'on a plein d'agents aujourd'hui qui ne sont pas en mesure d'expliquer la décision qui est prise par une IA. Et c'est bien normal parce que tout le monde ne peut pas être en mesure d'expliquer tout ce que fait l'intelligence artificielle. Enfin, c'est hautement complexe. Et donc, de ce point de vue-là, ça nécessite du coup que les services publics s'adaptent. On dit faire des chartes des usagers, etc. Mais au-delà de ce presque branding qui est presque le niveau 1 d'un service public qui fonctionne bien intégrant l'IA, ça nécessite aussi de coder en tenant compte de toutes les lois qui évoluent, etc. Donc, en gros, gros enjeu sur les services publics parce que ça a des décisions et des impacts individuels. D'autant plus que, et ça, moi, ça a été une data que j'avais absolument pas. Il faut se dire un truc, c'est qu'en France, on a un Français sur 3, 34% des Français, qui se dit éloigné du numérique. Alors peut-être qu'ici à Vivatech, on n'est pas sur cette population-là. Mais il en reste pas moins que, dites-vous, un Français sur 3 se dit éloigné du numérique, donc dans l'incapacité à se saisir des opportunités liées au numérique. Donc, je ne parle pas d'IA, je parle de numérique. C'est postuler un emploi en ligne, faire un CV ou accéder à un service public parce qu'il nous parle en chatbot. Et bien ça, vous dites qu'il y a un tiers des Français, donc c'est des gens en activité ou sans activité, c'est des jeunes, c'est des vieux, c'est tous les CSP. Et donc ça, qu'est-ce qu'on en fait en fait? Est-ce qu'on déqualifie un tiers de la population française en disant bah écoutez, désolé, on va mettre de l'IA et vous allez voir, ça va bien se passer? Non, ça peut pas fonctionner comme ça. Donc je pense que ça nous a permis de prendre un tout petit peu de hauteur et de se dire bon, c'est cool cette course à l'innovation absolue qui est l'IA. Enfin bon, il n'en reste pas moins qu'à la fin, il faut quand même que ça serve à des gens. Et si ces gens ils comprennent rien, parce que c'est pas accessible pour eux, on résout aucun problème. Et d'où le travail effectivement avec les syndicats et l'importance du dialogue social. Je pense que c'est quelque chose qui est souligné aussi beaucoup dans la vie, c'est l'importance à un moment de remettre de l'humain et du dialogue social. Bien sûr. Dans son déploiement. Bien sûr. En fait, moi je pensais que ça allait être très très compliqué. Je pensais qu'on n'allait pas s'entendre, je pensais qu'on n'allait surtout pas se comprendre. Et en réalité, on s'est compris. On s'est compris facilement parce qu'en
Parce que par exemple, moi qui ne connaissais très très mal le monde des syndicats, j'ai compris qu'un syndicat français, ce qui est important pour lui, c'est de maintenir de l'emploi et de l'emploi de qualité. Ça tombe bien, moi mon job en dehors du CESE, c'est de représenter des entreprises françaises qui peuvent créer de l'emploi en France. Donc la question c'est est-ce que cet emploi est de qualité et est-ce qu'il est pérenne? Mais en fait, ça c'est possible. Et donc du coup, si on a des tech champions français, ça peut fonctionner à condition qu'ils ne soient pas non plus en train de participer à la destruction de l'emploi en France. Et justement, alors je crois qu'il y a un avis aussi sur cette question d'emploi, vous en parlez par rapport à, parce que c'est l'une des menaces ou en tout cas l'un des éléments qu'on pointe aussi du doigt avec le développement de l'IA, c'est l'IA va détruire des emplois. Tout à fait. En gros, on s'est dit, au départ, on a eu des auditions absolument passionnantes. Franchement, regardez l'avis et regardez la liste des gens qu'on a auditionnés. Et après, allez lire ce qu'ils ont écrit parce que c'était absolument incroyable. Lisez l'avis aussi, évidemment, parce que c'est incroyable. Mais l'emploi, en fait, on a regardé toutes les datas. Et là, en fait, on se dit, selon le donneur d'ordre d'une étude pour savoir si l'emploi sera détruit, sera créé, enfin, les tendances, en fait, tout dépend du donneur d'ordre. Il y en a qui vous diront à 10 ans, l'emploi sera totalement détruit, et il y en a qui vous diront en réalité, ça ne changera rien, ça va être de la création, etc. Nous, ce qu'on a appelé, c'est à prendre un petit pas de recul qui est de se dire, en fait, c'est quoi un emploi de qualité et qu'est-ce qui fait dans les conditions de travail opérationnelles quand tu déploies l'IA dans l'entreprise, qu'est-ce qui change opérationnellement dans l'entreprise. On s'est aussi posé la question de savoir comment est-ce que tu peux essayer d'identifier le mieux possible les emplois qui vont être touchés. Et donc, tu vois bien qu'il y a des tranches de la population, je pense par exemple aux jeunes ou aux femmes, qui sont plus sujettes à des modifications de leur emploi ou voire à des suppressions. Par exemple aux jeunes, moi mon inquiétude, c'est que l'enjeu c'est de se dire quelles sont les tâches les plus automatisables. Avant de faire ça, moi j'étais avocate, je me souviens que je faisais des recherches. Alors en plus j'allais te poser la question, on est sur le centre de KPMG, on a les métiers d'avocat justement, est-ce qu'ils peuvent être menacés? On parle des juniors justement. Bien sûr, je me souviens que dans mes grandes heures, quand j'étais avocate à l'époque, je faisais de la recherche, machin. Je sais que maintenant on a plein d'outils pour faire de la recherche automatisée, mais au-delà de ça, ce qu'on observe, c'est que la pyramide de l'emploi avant, c'était un petit triangle, enfin un grand triangle avec une base de juniors, et puis ensuite le management, et puis peu de monde en haut. Là, ce qu'on est en train de commencer à constater, c'est qu'on part sur un losange, c'est-à-dire de moins en moins de juniors, parce qu'en fait, ce sont des juniors AIisés, avec toujours une grosse couche de mid-management, et puis après, vous retrouvez toujours ce petit triangle en haut. D'abord, la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à court terme, avec cette ligne de mid-management, si en fait on n'a pas formé des juniors en bas. Les calculs ne sont pas bons. Et ensuite, deuxième truc, c'est comment est-ce que, en fait, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire en amont de la chaîne, dans les universités, dans les outils, etc., pour faire en sorte que les juniors arrivent non plus dans leur statut de junior d'avant, mais que ce soit d'ores et déjà des juniors entre guillemets augmentés, même si le fameux terme, voilà, mais qui du coup qui peuvent apprendre le plus possible les compétences que ça requiert d'être manager. Donc voilà un peu les tendances qu'on a vues, quoi. Et puis, de toute manière, ce qu'on discutait d'un point de vue aussi économique, ça paraît aussi très difficile de perdre ses emplois. Je pense que sur le prisme aussi du développement économique, public aussi, on est obligé de toute manière de conserver et de développer ses emplois. Oui, tout à fait. Ça, c'est un truc qu'on n'a pas traité dans ce rapport-là, mais moi, à titre perso, je l'ai traité après, parce qu'en fait, on ouvre des portes et on a envie après de tout traiter. Mais il y a une question, et je ne sais pas si vous avez entendu parler de la destruction créatrice de Schumpeter. Je vous le fais rapido, mais en gros, globalement, le principe, c'est toujours qu'on s'est dit qu'une innovation, d'abord, détruit de l'emploi, mais comme elle permet à moyen terme, elle détruit l'emploi à court terme, mais à moyen, long terme, il y a une création d'emploi. La question quant à ça, c'est est-ce que la destruction à court terme, elle est compensée par un certain filet de sécurité? C'est-à-dire, est-ce que tu abandonnes des gens au bord de la route et tu les laisses crever? Ou est-ce qu'au contraire, ce sont des gens qui sont pris en charge et qui peuvent du coup aller vers bénéficier d'une création à moyen terme? Moi, ce qui me fait peur avec l'intelligence artificielle, j'espère que j'ai tort et qu'on sera sur la bonne vieille tradition de Schumpeter. Mais ce qui me fait peur avec l'IA, c'est que la destruction à court terme, elle peut être massive. Si elle est massive, en France en tout cas, l'emploi, c'est pas uniquement
le sujet de qu'est-ce qu'on donne à la valeur travail, ce que ça veut dire dans la vie des gens, etc., et ce qui est absolument non négligeable. D'un point de vue économique, c'est aussi des cotisations sociales, des impôts, c'est le paiement de notre filet de sécurité. C'est le paiement de l'assurance chômage, de l'assurance vieillesse, de l'assurance maladie. Donc si on a trop détruit, bah en fait, il reste quoi dans notre filet de sécurité dans un contexte de finances publiques un peu compliqué? Donc, pour moi, ce que j'appelle en termes de responsabilité des entreprises, s'il me reste un tout petit peu de temps, ouais, parce qu'il y a un autre truc en lien avec ça, c'est que quand une entreprise décide de se séparer de quelqu'un parce qu'elle le remplace par de l'IA, à court terme, tu peux faire un gain de productivité. C'est-à-dire que tu dis, bon, bah, objectivement, là, sur mon payroll, sur mon bulletin de salaire, c'est sûr que j'ai une ligne en moins, tout va bien. Mais qu'est-ce que tu as fait à la place? Tu as pris un abonnement, parce que sauf si tu as développé ton IA chez toi bien tranquille, ce qui est assez rare, tu as pris un abonnement. Tu as pris un abonnement à qui? Quoi? Une boîte américaine? Très probablement. Donc tu commences à un peu s'assiser. Donc tu t'as commencé à avoir un abonnement logiciel à une boîte étrangère, etc. Il se trouve que ces boîtes étrangères aujourd'hui sont aussi celles qui nous disent sur le sujet de l'emploi, j'ai une idée, c'est le revenu universel. Le revenu universel, c'est le salaire inconditionnel qui pourrait être versé à absolument tout le monde. Voilà. Mais est-ce qu'on a envie, en France, d'avoir notre revenu universel qui est payé par des GAFAM qui, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il y a un gouvernement américain ou un président américain qui vient en place, qui peut du jour au lendemain décider de changer peut-être sa politique d'aide au développement. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, vous me voyez arriver. Donc, en gros, ce que je veux dire par là, c'est la responsabilité d'une boîte quand elle décide de remplacer un humain par une machine ou un logiciel qui plus est non français. Et ben elle est énorme et elle va bien au-delà de sa propre recherche de gain de productivité. Et justement, ça m'amène à cette dernière question, mais qui est un véritable lien, c'est la question de la régulation. Et on le sait, en France et en Europe, on est des champions de la régulation quand même. Et je sais que dans la vie, vous traitez aussi de cette question de souveraineté. Ouais. Mais après, la question, c'est de dire, bon, bah, y a déjà des choses qui existent. C'est vrai qu'en Europe, on est plutôt des champions. Mais il faut que l'on garde aussi une certaine compétitivité. Parce que si on continue effectivement cette question de régulation, est-ce qu'on ne va pas perdre de vitesse aussi sur l'IA et sur le développement? Ouais. Bah, écoute, sur ce point-là, je pense qu'on est allé assez loin sur la régulation. Et c'est parce qu'aujourd'hui, nous rappeler ce qu'il existe. Enfin, oui, il y a l'AI Act, la réglementation de l'intelligence artificielle, qui vient se surajouter au Digital Markets Act sur les sujets de concurrence, le DSA sur les sujets de contenu, et après, il y a tout le droit commun, c'est-à-dire le droit civil, le droit des affaires. Enfin, on a quand même un arsenal qui existe. La SRD, exactement, le RGPD, tout ça. Enfin, donc, à mes yeux, il n'y a pas besoin de réglementation supplémentaire. En revanche, appliquons déjà celle qui est là. Et nous, par exemple, même côté France Digital, on n'est pas du tout appelé à un stop dans la réglementation, notamment de l'IA ou au passage de la CSRD sur les sujets environnementaux. On ne pense pas que ce soit la bonne chose à faire. En revanche, ça peut être intéressant de bien appliquer la loi telle qu'il existe déjà. En vigueur, bien exactement. Sûr. Et comment mais là, on est face quand même à une globalisation. Oui. Quand on regarde les États-Unis, quand on regarde la Chine, quand on regarde l'Europe, est-ce que cette régularisation qu'on a en tout cas aujourd'hui va pas nous mettre un coup de frein par rapport à notre développement, par rapport à notre compétitivité, parce que certains pays ne se posent pas trop la question. Ouais. Justement, de cette question d'intérêt général et du... Ouais. C'est jamais très très agréable de lancer un parcours de mise en conformité, ça c'est clair. En revanche, je pense qu'on a quand même un contrat avec le citoyen qui est qu'on doit quand même créer des usages de confiance. Donc ça me paraît être un parcours essentiel. Donc oui, c'est sûr que c'est compliqué. Ce qui serait un frein vraiment supplémentaire, ça serait si on en rajoutait de la réglementation en plus. Mais là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de trou dans la raquette. Donc arrêtons-nous là et ce sera déjà pas mal. Alors peut-être qu'en Europe, on aura une IA plus éthique, plus responsable que les autres. Enfin, est-ce qu'on peut avoir, imaginez, en fait, que ça soit la singularité aussi de l'IA développée en Europe, en France? Oui, déjà, en fait, en Europe, on a quand même un socle de droits fondamentaux, fortement inspiré de la France, bien sûr. Mais on a un socle de droits fondamentaux
Et par exemple, la réglementation de l'IA, elle est faite par rapport à ça. C'est-à-dire qu'en fait, une IA est interdite si elle contrevient à nos droits fondamentaux. Par exemple, faire du scoring social, comme peut le faire d'ailleurs la Chine, hein, sur mettre un point à quelqu'un qui a fait quelque chose de mal et donc, enfin, lui faire perdre des points et donc lui permettre de l'empêcher d'accéder à des services publics. Bah, en Europe, c'est évidemment interdit. Et donc ça, je pense que c'est sûr que ça nous met quand même dans le droit chemin. Après, ça n'empêche pas les gens, certaines personnes, de faire n'importe quoi, mais ça devient interdit et sanctionnable. Merci, merci beaucoup. Avec plaisir. On a quelques minutes pour une séance de questions-réponses. Si dans la salle, vous avez des questions. Oui. Bonjour, merci pour votre présentation. Moi, je suis fondateur d'une entreprise d'intelligence artificielle. Et on génère du chiffre d'affaires, plusieurs millions d'euros, etc. Et quand je vois nos amis américains qui dérégulent totalement tout un ensemble de choses, tout en ayant une envie d'être éthique, etc., je me dis que j'aurais plus de moyens pour l'être si j'ai moins de barrières et que j'ai assez d'espace pour tester un certain nombre de choses. Donc à la lumière de la Big Beautiful Bill, certains, dans mon écosystème, se demandent s'il ne s'agirait pas de quitter la France, parce que pour développer nos modèles, on a besoin d'énormément d'argent, on a besoin d'énormément de moyens et de data qu'on n'est pas capable d'avoir ici. Donc ma question, c'est de savoir de quelle manière est-ce qu'on peut peut-être déréguler certaines choses, parce que vous disiez qu'il n'y avait pas de trou dans la raquette, mais à votre avis, y en aurait-il pour conserver certains talents et y a-t-il des choses qui ne devraient pas exister, qui sont beaucoup trop bloquantes et qu'on pourrait penser à supprimer avec ce gouvernement, un gouvernement plus libéral en France? D'abord, merci beaucoup pour ta question qui est hyper légitime et je pense que d'abord ton niveau, il sera au niveau européen. C'est-à-dire que là, il y a la France, elle peut influencer ça, mais tu as toute la réglementation sur l'IA, etc. C'est européen. Donc ça suppose de se mettre d'accord à 27, voilà. La solution, elle passe dans des bacs à sable, c'est-à-dire que ce qu'on appelle un bac à sable réglementaire, c'est ce que font d'ailleurs les États-Unis. On a déjà commencé, il y en a dans les actes, etc. C'est un espèce de safe place, un endroit où tu peux réglementer, enfin tu peux innover sans avoir à te mettre en conformité. Moi, j'ai eu l'expérience des bacs à sable, notamment sur la télésurveillance, le déploiement de la télésurveillance en France. Donc c'est être surveillé à distance sur des maladies chroniques, genre le diabète, l'insuffisance rénale, etc. Les bacs à sable réglementaires, quand ils ont été mis en place, ça a permis un accompagnement des boîtes françaises vers le mur qui les attendait le jour où elles allaient passer en dehors du bac à sable. Donc être au même niveau que Medtronic aux US et donc donc ça les a accompagnés. En revanche, si tu touches un citoyen et que tu es une boîte de télésurveillance, tu dois absolument garantir de la sécurité de tes données, etc. Au premier jour de ta création, tu vas pas te poser direct la question de savoir comment est-ce que je peux comment est-ce que je peux avoir le plus haut niveau de sécurité dans mes données. C'est-à-dire que évidemment c'est ta préoccupation, mais le prouver comme un pouvoir public pourrait attendre de toi que tu le prouves, c'est ça qui est extrêmement dur, extrêmement coûteux, et tu as autre chose à faire. Tu dois d'abord développer. Donc ça sert à ça un bac à sable. Et en l'occurrence, il y en a en France, en Europe. Mais à un moment donné, tu ne pourras jamais aller à l'encontre du fait qu'une mise sur le marché à grande échelle passe par cette mise en conformité. L'enjeu, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut accompagner de manière la plus smooth possible cette mise en conformité. Donc ça, c'est une première réponse. La deuxième question que tu avais, c'était est-ce que ça vaudrait pas mieux le coup d'aller aux États-Unis? En toute franchise, ça dépend ce que tu fais. Si tu développes un LLM, donc un Large Language Model, en fait, et que tu es l'équivalent d'un Mistral, mais aux US, c'est sûr que si tu entraînes toute ta donnée sur des données depuis les États-Unis, tu peux spoiler tous les ayants droit français sans avoir à leur redonner un seul copec et ça pose aucun problème. Mais aujourd'hui, justement, des boîtes comme Mistral ont pris le parti de rester en Europe justement pour pouvoir se conformer aux droits d'auteur européens. Et donc ça, c'est sûr que c'est des choix qui sont réalisés. Malheureusement, et on n'y pourra rien, tu vois. Donc c'est sûr que ça dépend un peu de ce que tu veux faire et dans quel domaine tu te développes, mais c'est sûr que l'Europe est plutôt du genre à vouloir protéger l'intégralité des parties prenantes dans une affaire et ne pas être simplement sur une injonction d'innovation au nom de l'innovation absolue, quoi. Merci beaucoup. On arrive à la fin, juste en mot de conclusion. Oui.
Un mot pour, si on doit résumer pour une IA artificielle au service de l'intérêt général, si tu pouvais dire un mot de conclusion. Je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible et c'est souhaitable qu'on se pose cette question. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.